Voilà, je ne fais pas de transition vidéo, vous m'en excuserez, j'ai déjà assez travaillé, j'espère comme ça. Je vous salue tous et bien sûr spécialement mes étudiants qui sont toujours là à soutenir le vieux radoteur. Et un petit clin d'œil spécial pour cette consoeur de Rabat qui sera sans le moindre doute une très grande homéopathe et qui se reconnaîtra sans peine ici. Donc, troisième partie de notre émission, sachant que bon, la question c'est où est-ce qu'on va, comme je l'ai dit dès le départ. Il est très difficile d'arriver à un terrain d'entente dans les arguments qui sont présentés. Je vais essayer de faire bien sûr une réponse aux questions que Sam m'a posées et surtout aussi de qualifier les questions qui sont posées. Pour ça, je vous ai fait un petit plan aujourd'hui. Donc, je vais quand même commenter l'attitude des sceptiques parce qu'on a eu l'occasion de voir quand même un très joli déferlement sur la page YouTube de Sam, qui est du coup autant de témoignages de ce qui se passe dans la tête de ces gens. C'est tout à fait passionnant. Je pense qu'il faudrait des équipes de sociologues pour examiner tout ça. Un petit mot en passant sur la lamentable fin de l'étude australienne, parce que la grande étude qui a été relayée dans ses résultats dans le monde entier, prouvant que l'homéopathie n'agissait pas, eh bien il s'avère qu'elle lamentablement pourrait être falsifiée délibérément pour obtenir le résultat qu'on lui voulait. Quelques réflexions ensuite sur la notion de preuve et la réponse à la question importante qu'a posée Sam, à savoir comment on peut faire des études en double aveugle et essayer de valider l'action clinique scientifiquement des médicaments homéopathiques. Je vais dans cette émission vous faire quelques petits extraits vidéo choisis. On va démarrer tout de suite par ça, mais il y a un spécial que je suis allé vous chercher de 1923, enfin le film date de quelques années après, mais c'est l'original avec nos très grands acteurs, et donc vous allez voir de qui on va parler, c'est assez amusant. Tout ça, c'est des petits extraits qui, j'espère, arriveront à vous égayer. J'essaye de faire le plus vite possible, mais comme nos grands penseurs nous ont demandé de faire des arguments en 5 minutes, on est vraiment désolé de leur dire que non, ça ne se passe pas comme ça, ni la culture ni la science, il faut se donner la peine de rentrer dans un sujet. Et enfin, une dernière incitation à la réflexion, qui sera la position d'un très grand, probablement d'un des plus grands mathématiciens sur l'homéopathie. Je voudrais donc soutenir l'homéopathie qui est attaquée pour dire il n'y a rien, etc. C'est des effets placebo. Non, il y a peut-être un effet placebo, comme d'ailleurs l'effet placebo existe pour les médicaments allopathiques aussi. Alors, vous avez d'une part la clinique, et moi-même j'en ai, on peut dire, éprouvé l'efficacité. Le fait clinique est que des gens sont guéris par l'homéopathie. Ce sont des faits. Les animaux sont guéris par l'homéopathie également. Et là, il n'y a pas d'effet psychologique, ou l'effet psychologique est moindre. Mais vous avez aussi la physique, la science, qui va nous permettre un jour d'expliquer en détail comment une structure de l'eau peut porter une séquence de base de l'ADN. Et moi, j'apporte en plus, si vous voulez, des faits scientifiques par la PCR qui montrent qu'elle existe dans la nature. Nous avons publié tout ça, n'est-ce pas? C'est pas une invention, pas une croyance. C'est publié et reproductible. C'est ça qu'il faut faire passer dans le cerveau des médecins et des scientifiques, parce qu'ils ont du mal à croire à ça. Et c'est seulement la physique quantique des champs qui permet d'expliquer ça. Alors j'aime beaucoup la températion des propos du professeur Montagnier, parce que j'aimerais bien arriver à être aussi calme que lui, mais je pense que je n'ai pas son âge non plus. Alors qu'est-ce qui est de la sagesse ou qu'est-ce qui est de l'usure, n'est-ce pas mon cher Sam? On verra quand tu auras 20 ans de plus. Et en vous diffusant cet extrait d'un documentaire qui s'intitule La science de l'homéopathie, vous trouverez facilement sur YouTube, qui est une émission, je pense, bon, une fois qu'un homéopathe professionnel a passé la petite introduction, qui a le don de lui faire dresser les cheveux sur la tête, mais l'ensemble, je pense, est de bonne facture et je recommande vivement de regarder ce petit bout de documentaire très récemment diffusé. Et je pense que ça va peut-être intéresser quelques personnes honnêtes et intelligentes qu'on peut trouver dans nos auditeurs. Là, en vous diffusant cela, bien sûr, l'idée, c'est pas de vous dire le grand Montagnier a parlé, parce qu'il s'agit simplement d'une position personnelle.
Et il ne s'agit pas d'en faire quelque chose que nos sceptiques adorent critiquer, à savoir l'argument d'autorité. Mais je pense qu'il est intéressant de voir que si argument d'autorité il peut y avoir, l'argument de contre-autorité qui consiste à émettre une opinion sur un sujet qu'on n'a jamais étudié, alors à ce moment-là, comment faut-il le recevoir, cet argument-là, n'est-ce pas? Ce qui est le cas de l'immense, sinon la quasi-totalité des sceptiques. Donc, c'est juste pour vous inciter à réfléchir que je vais vous proposer de réfléchir, enfin d'écouter ces propos qui sont, je pense, d'une très grande sagesse. On en reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc, une petite autopsie de l'attitude des sceptiques. Voilà. Le premier point, c'est très intéressant ce qui s'est produit avec l'affaire de la citation d'Einstein, alors qui a fini par des tas de liens sur les fake citations, etc. Et alors, effectivement, mon point de vue, c'est que ce qui compte, c'est l'expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on va chacun faire une recherche approfondie sur un point et en testant pour voir si c'est vrai, avéré ou pas, on va chacun avoir une expérience qui est celle du sujet pensant. C'est exactement la position de Descartes. Alors ça m'emmerdait d'aller trouver du Descartes. Du coup, tiens, sur Internet, il y a cette citation qui a l'air bien. Alors je vais la mettre. Et là, donc, du coup, il y a eu une inversion des rôles. J'ai regardé très vite fait et très mal fait ce qui était indiqué sur Internet. Et du coup, le Sam a très très bien réagi en allant contrôler d'où venait cette citation. Ce que j'ai trouvé tout à fait admirable. Il est allé jusque chercher dans les sources d'Israël du fonds Einstein pour aller vérifier si une telle chose avait été dite. Alors j'ai trouvé la démarche simplement remarquable. Ce qui nous prouve que Sam, tu es tout à fait capable d'avoir cette démarche en profondeur sur un sujet quand tu veux t'en donner la peine. Du coup, la question que je pose, c'est pourquoi tu ne te donnes pas la peine de faire ce que tu fais si diligemment pour aller mettre un éclairage sur une simple citation qui émaillait mon propos? Et pourquoi donc tu ne le fais pas pour l'homéopathie? Alors du coup, tu me demandes sur quoi est appuyée ma certitude. Ben, excuse-moi, c'est sur exactement la démarche que toi tu as faite. Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie? Vous lisez des cas, des descriptions extravagantes à la limite si vous ne connaissez pas l'homéopathie, puis vous allez dire ça ne peut pas être vrai. Et du coup, vous vous mettez à regarder, est-ce que ça peut juste être possible? Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène ou pas? Alors la question, là encore, toujours proche de ce que je vous ai cité avec Montagnier, c'est de savoir si cette multitude de gens qui ont observé les effets à la moindre valeur de témoignage et de pistes rationnelles, réalistes, pour dire oui, il y a certainement quelque chose, maintenant comment peut-on le cerner mieux avec des outils modernes? Je ne conteste pas ça. Mais la question maintenant, elle est que tu me demandes comment j'agence ma certitude, mais là encore, le propos est totalement déformé dans ton esprit. Quelle approche étrange de savoir pourquoi je suis convaincu au lieu de regarder le sujet sur lequel j'ai établi ma conviction. C'est quand même le monde à l'envers. Bientôt, si tu veux, tu pourras aussi peut-être me disséquer le cerveau, voir ce qui se passe dedans. Ce n'est que la pure confrontation constante de la clinique avec l'étude de l'homéopathie, les échecs, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi j'ai eu ce cas qui a été tellement merveilleux, incroyable, je donne un médicament pour une histoire de rhume des foins et derrière le patient vient rapporter que son diabète va mieux. Pourquoi de telles choses sont observées? Pourquoi je ne les observe pas? C'est justement parce que les résultats sont rapides et très constants à mesure qu'on devient un bon homéopathe et toujours spectaculaires. C'est ça qui fait que tu finis par adhérer complètement à un système qui te laisse paraître l'ancien système médical complètement dépourvu de sens, pour tout dire pitoyable. Ici, j'allais dire en un mot, il y a une différence dans notre approche, notamment entre celle des confrères allopathes et ceux qui sont encore minoritaires, qu'on peut appeler des vrais homéopathes. Je vous ai déjà donné les critères qui permettent de qualifier un vrai médecin homéopathe. C'est que les homéopathes sont tout à fait éblouis, un, par les résultats, et deux, émerveillés par la nature, en se disant, bon, clairement, on n'arrivera pas à piger par la démarche réductionniste le mystère qu'est la vie. Et du coup, devant ces réactions, on est obligé d'avoir un respect immense devant ces phénomènes et le vivant. Les matérialistes, et la médecine classique actuelle est purement matérialiste, dois-je le rappeler, vraiment restent dans cette notion qui a démarré avec le 19e siècle, d'asservissement, d'esclavage, de mettre au service, de dominer, etc. Il n'y a qu'à voir toute la phraséologie actuelle, contre ci, contre ça, on va faire tel traitement, anti, tout ce que vous voudrez. Ben, on en est vraiment à cette notion d'asservissement
non seulement d'asservissement, en croyant faire mieux que la nature, parce qu'on est en train de nous servir l'homme amélioré. Alors j'attends de rigoler 5 minutes par rapport aux déboires qui vont arriver, mais on ira jusqu'au bout. On nous a servi le décryptage du génome, et bien on va nous servir l'homme amélioré. Ça va faire encore des gros profits. Et là encore, c'est insupportable d'avoir cette exploitation de la nature pour la simple et minable idée de faire plus de profit. Donc c'est là, je pense, dans cette conception du vivant, et partant dans cette conception de la maladie, qu'il y a un gouffre très profond qui est entre les sujets purement matérialistes, comme souvent d'ailleurs le clament la plupart des sceptiques, et les médecins homéopathes. Contrairement à ça, j'y reviens, mais je suis désolé de te rappeler que ta conviction, ce que tu exprimes, ta position n'est rien d'autre qu'un préjugé, puisque tu ne t'es pas donné la peine de faire ce que tu as fait pour une simple petite citation d'Einstein. Donc, n'empêche, en faisant ça, c'était très intéressant parce que c'est une énième illustration du procédé habituel des sceptiques professionnels, j'allais dire, c'est que vraiment il y a une croyance qu'en critiquant la forme, on va toucher le fond. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? D'autant plus qu'on voit bien que l'immense quantité d'études soi-disant scientifiques en médecine sont toutes maquillées pour donner justement cette forme scientifique redoutable, alors que le fond est tout à fait critiquable. Comment pensez-vous atteindre le fond en critiquant la forme? C'est un exercice, on l'a vu, dans lequel les esthéticiens sont spécialisés et dans lequel ils brillent. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est de se rendre compte que ces gens qui, on va le voir dans un instant, prennent pour quelle autorité, justement, au nom de quelle autorité peuvent-ils critiquer un sujet sur lequel ils n'ont souvent pas la moindre formation, sinon par des outils généralistes de manipulation de la forme. Donc du coup, ce n'est pas la moindre des sources d'étonnement de voir ces gens qui sont critiques et qui vont s'ériger en juges. Si vous avez lu Pétrone, pour ceux qui ont fait du latin, ça existe peut-être, tout le monde n'est pas encore mort, mais cette notion d'arbitrage des élégances par le grand Pétrone, c'est exactement là où on arrive. Honnêtement, je veux dire, c'est quand même absolument à se fendre de rire, de lire tous ces censeurs, tous ces commentaires de gens qui, pour la plupart, n'ont jamais fait la moindre découverte scientifique. Non, mais ils ont cette espèce de décalage de pensée pour dire, moi, j'ai le droit de dire ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Ben, là aussi, je m'excuse, l'argument d'anti-autorité, c'est bien celui-là. Ça va être le cas du gamin qui aura lu une simple BD qui parle de marine et qui va peut-être mettre le pied pour de vrai sur un pont d'un navire, et à ce moment-là se mettre à critiquer ouvertement le commandant qui a plusieurs décennies d'expérience. Qui ne rit pas? Il est temps de rire, messieurs, parce qu'il faudrait quand même se mettre au diapason. Tu m'as demandé, Sam, de regarder une liste de 10 fake médecine, mais si tu savais, comme ce n'est pas mon propos là encore, je ne suis pas, moi, un censeur pour dire ce qui est fake et ce qui n'est pas fake. La grande urgence, en réalité, l'immense urgence, c'est de découvrir à quel point, aujourd'hui, la plus grande pseudo-science, c'est la médecine actuelle. Vous verrez en conclusion ce que dit Montagnier. Il a utilisé les mêmes termes que moi avant que je n'ai la chance de découvrir son interview. Aujourd'hui, la pire des pseudosciences, c'est bien celle de la médecine. Et encore, je suis très sympa parce que je ne vous parle pas de l'agronomie. Mais le premier exemple historique de cette association de commerce et de science, autrement dit, le commerce s'approprie la science pour faire apparaître pour la première fois dans l'histoire la notion de preuve scientifique. Eh bien, c'est le Titanic. Avec le Titanic, ça a été magnifique. On avait un bateau qui était scientifiquement prouvé insubmersible. Je me permets juste de vous rappeler ça. Et donc, on a vu le résultat. Du coup, le problème ici, c'est que, à travers cette espèce de distorsion, de brigade de la science auquel on est confronté, on a des gens qui n'ont absolument pas le moindre bagage réel pour critiquer ce qu'ils vont critiquer, c'est ce que j'appelle l'argument d'anti-autorité, et qui en plus jouent simplement un rôle de garde-chiourme pour vérifier et taper les doigts sur les gens pour savoir si c'était scientifique ou pas. On assiste à un véritable détournement de la science. Et à ce titre-là, j'aimerais vous rappeler, ça fait partie normalement des ouvrages qui sont dans la catégorie indispensable, si vous avez lu les Somnambules de Kessler, eh bien à ce tarif-là, il est très clair que les grands savants, Kepler, Newton, Galilée, vous pouvez largement les qualifier de fake et de fausses sciences. Pourquoi? Galilée,
a été condamné, et encore de manière très light, parce que son ami, oui, il était proche ami du pape Urbain, eh bien, ça l'a énervé qu'il fasse que Galilée n'a pas observé de la prescription du pape qui lui demandait de bien vouloir démontrer scientifiquement la réalité de la théorie de Copernic. Galilée est allé sortir des arguments tirés des Écritures et des Évangiles. Est-ce que c'est une attitude scientifique? Bien sûr que non. Donc Galilée, à ce tarif-là, n'est pas un scientifique. Pareil pour Kepler, qui s'est acharné toute sa vie à vouloir faire des démonstrations que les orbites s'inséraient dans des figures géométriques parfaites, etc. Donc il est parti dans un délire, et lui-même était quand même l'astrologue impérial. Donc astrologue, découverte, ou la science? Allez, on fait péter aussi Kepler. Quant à Newton, j'ose même pas vous dire, puisque les 3/4 au moins de son œuvre sont consacrés à l'alchimie. Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Newton non plus n'est pas scientifique. On arrive à cette notion qui me semble tout à fait fondamentale et très sincèrement que j'ai découverte par hasard parce que je ne me suis jamais posé la question de la preuve scientifique. Eh bien, il apparaît que preuve scientifique, ça s'apparente à un oxymore. Vous avez un site que j'ai découvert sur Internet, je ne les connais pas plus que ça et ça m'a semblé très intéressant. C'est une radio apparemment qui s'appelle Podcast Science, Podcast Science peut-être, que je vais citer ici en italique. Ils nous disent ceci, à part les publicitaires, qui parlent de preuves scientifiques aujourd'hui? Pas grand monde à vrai dire, en tout cas pas les scientifiques. Tapez preuves scientifiques dans Google, ce que j'ai fait, ce que je vous incite à faire, et vous allez vous marrer. Le résultat est quand même astronomiquement rigolo parce qu'il n'y a pas de définition. Et donc, regardez aussi dans l'article en version française. Du coup, j'ai regardé et c'est vrai que ce concept de preuve scientifique ne se retrouve même pas dans les grands épistémologistes. Bien sûr, vous avez l'immense Popper, un de mes héros, vous le savez, qui a réfuté le pessimisme de Hume. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut rien prouver. Je vous dis simplement que la notion de preuve scientifique n'existe pas et que Popper a énormément progressé en sortant le concept de vérisimilitude, ce qui est autre chose. Donc, ce qui est intéressant encore, c'est de trouver dans Wikipédia, pour une fois qu'il y a des sources qui peuvent, je pense, être exploitables, c'est que dans Wikipédia, au chapitre vérité scientifique, vous aurez ceci: la vérité scientifique, pour mériter ce nom, ne doit pas dépendre d'une idéologie. Or, là, je m'excuse de vous le dire, que nous sommes vraiment de plein fouet face à des gens qui sont là, non pas au nom de la science, mais pour une déviation de la science et au nom d'une idéologie qui est celle du matérialisme et du profit. Donc là encore, je me permets, pour ceux qui ont un peu, j'ai bien compris que je n'avais pas affaire non plus quand même à des cerveaux 3 étoiles, mais l'idée c'est que j'aimerais bien que vous notiez la différence entre la notion de preuve et la notion de vérité scientifique. Et justement, les auteurs du site disent ceci très joliment: véritablement, on dirait que la preuve scientifique à certains égards est la nouvelle religion. La preuve scientifique a l'air d'être devenue l'argument publicitaire ultime pour vendre pâte dentifrice, gélules amincissantes et autres poudres à lessive. La preuve scientifique est le dernier mot dans les tribunaux du monde entier et pourtant, la preuve scientifique n'existe pas. Bien sûr, c'est tout à fait différent de la preuve mathématique, je fais rapidement, puisque vous avez une preuve ici qui est tout à fait infalsifiable et indépendamment du temps, du lieu et des gens. Donc le carré de l'hypoténuse, bien sûr, sera toujours égal à la somme des carrés. Bon, donc là, on arrive à un premier résultat encore paradoxal, c'est que tous ceux qui nous exigent des preuves scientifiques, à mesure qu'ils aboient la preuve scientifique, ne font que faire la preuve qu'eux-mêmes n'ont rien de scientifique. Ici, quand j'ai lu aussi tout ce déferlement d'insultes, dénigrements, mépris, croyez bien les mecs que vous ne me faites pas un très grand effet d'intimidation. Vous savez, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis taxé de charlatan par tous ces messieurs-là. Et c'est d'autant plus stupide quand même que je pense qu'il y a une très belle phrase qui se trouve, je pense, c'est dans l'évangile de Thomas, qui n'est pas à proprement parler un apocryphe, mais quelque chose qui a été découvert tardivement et qui appartenait à une secte gnostique. Mais il y a un des Logions qui dit... qui rapporte des paroles de Jésus, qui est censé avoir dit que « Malheureux les pharisiens, car ils sont comme les chiens couchés dans la mangeoire des bœufs, ni ils ne mangent, ni ils ne laissent les bœufs manger. » Et c'est exactement la position de tout ce torrent sceptique, c'est que l'objectif finalement, c'est d'empêcher les gens d'accéder à l'homéopathie, qui est à ma connaissance l'unique manière d'arriver à guérir les gens en administrant une thérapeutique par un médicament. Donc, est-ce que vraiment
tout cet étalage sur le site YouTube, Sam, de tous ces gens, est-ce que tu as l'impression que ce sont des valeurs scientifiques qui sont exposées là? Donc ce sont des gens qui se réclament de science, mais qui, dès le départ, violent le b.a.-ba de l'attitude d'un scientifique. Et là encore, j'y reviens, mais sincèrement, vous croyez que vous allez pouvoir comprendre quelque chose en 5 minutes? Parce que si vous me faisiez l'effet encore d'être des parangons d'intelligence, je serais subjugué par l'intéressement, les points de vue géniaux que vous développeriez, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Donc comment voulez-vous, en plus, qu'on vous fasse des réponses en 5 minutes? De plus, là encore, l'argument d'anti-autorité, je suis navré de rappeler que quand Sam, tu dénonces, tu dénigres Hahnemann dans ta première émission sur l'homéopathie, Montagnier de la même manière, alors que toi-même, tu n'es pas médecin, tu n'es pas professeur, et qu'à ma connaissance, tu n'as pas validé le moindre cursus scientifique, la question c'est, est-ce bien raisonnable? Franchement. Est-ce que, du coup, tu peux t'étonner, comme tu le dis toi-même ailleurs, que certains sceptiques soient victimes de harcèlement? Mais enfin, excuse-moi, mais il faut voir ce que ces gens infligent aux autres. Est-ce qu'on a le droit d'être traité de cette manière? À tel point que l'une des choses qui était frappante, c'est que la boutade sur la télépathie a été prise au pied de la lettre. Il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre, mort de rire quand même. Ça, j'avoue que j'ai passé un grand moment, je me suis bien marré. Pareil avec l'exemple du choléra. Mais, je veux dire, j'essaie de vous montrer une direction de recherche. Je veux dire, il n'y a pas de frais à faire pour faire des études. Amasser tout ce qu'on a comme témoignages et des rapports, mon anglais ancien, sur toutes ces statistiques de très haute valeur, parce que premièrement, la mortalité, c'est quand même le meilleur indice statistique qui soit. Deuxièmement, les chiffres ne peuvent pas avoir été trafiqués, ils n'ont jamais été contestés parce qu'ils ne sont pas produits par un laboratoire, parce que c'est juste le dénombrement des victimes. Et troisièmement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la chance, si je peux dire, de pouvoir faire des études sur des maladies aussi graves que le choléra, la pneumonie, etc. Pourquoi se priver de recherches historiques qui ont été faites par d'autres, d'ailleurs à ma connaissance, et qui ont montré largement la supériorité de l'homéopathie? C'est une piste de recherche que je désigne, et au lieu de ça, on vient regarder mon doigt. L'autre aspect de la démarche sceptique qui est critiquable, et beaucoup s'en faut, c'est « Ah, sortez-moi d'abord la preuve pour que je daigne jeter un regard ». Alors, à la limite, on serait en train de faire une hypothèse sur la nature de la surface des étoiles à neutrons, pourquoi pas. Mais là, il s'agit de la souffrance des gens. C'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération, c'est-à-dire que la position d'anti-homéopathe forcenée entraîne avec elle une lourde responsabilité dans le fait que vous allez empêcher des gens de pouvoir avoir accès à cette thérapeutique extrêmement rapide et efficace, et surtout qui n'est pas du tout onéreuse. Donc, si on vous sort des preuves, elles sont systématiquement ignorées. Alors, où est-ce qu'on va arriver? C'est là encore tourner en rond, ce qui fait que cette émission est probablement la dernière. Je ne vois pas l'intérêt de refaire une redite de ce que j'ai déjà exposé dans mon émission en 3 volets sur les sceptiques. Vous allez dire que c'est chiant, je tiens un crachoir, mais j'essaye d'avancer aussi rapidement que je peux. Et quand j'essaye de développer un point de vue riche qui serait intéressant avec des personnes disposant d'un certain niveau de culture minimum, je suis taxé de faire du millefeuille argumentatif. Je ne fais qu'exposer un continuum de réflexions qui ont du sens autour du sujet qui nous préoccupe. On a eu un monsieur qui s'appelle Marc Briot qui nous a écrit d'une manière courtoise, c'est un des rares je crois, et potentiellement son texte était très intéressant et d'une manière cordiale. Eh bien là encore, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que comme tous ces critiques, il est en train de regarder le petit détail de fourmi sans voir l'énorme camion qui lui rentre dessus. Parce que critiquer, moi je veux bien, c'est tout à fait concevable, et pour moi ça ne me dérange pas, mais en faisant cette critique de détail, ce pinaillage, on évite de regarder l'image générale dérangeante qui est que, attendez, pourquoi vous allez démonter les résultats des études qui sont favorables à l'homéopathie et pourquoi vous n'allez pas explorer de la même manière les biais évidents, pour ne pas dire les falsifications, des études qui sont contraires à l'homéopathie? Elle est où la justice ici et elle est où l'attitude scientifique? Est-ce vraiment une attitude scientifique? Par exemple, je vous en ai dit un mot en introduction, l'étude scientifique soi-disant de l'Australie qui démontrait que l'homéopathie c'était du flan, ben, l'homéopathie, elle bat beaucoup la petite étude, elle est ouvertement condamnée par une enquête qui a été ouverte par le Sénat australien.
Qu'est-ce qui s'est passé pour cette lamentable fin de cette étude? C'est encore la énième fraude de la médecine classique, là encore. Ça va devenir bientôt un pléonasme de parler de fraude de la médecine classique, parce qu'il n'y a plus rien que ça qui sort des études et de la médecine classique, tellement les intérêts sont élevés. Donc vous avez plein de sites, vous pourrez regarder ça sur Google. J'ai sorti un article ici qui était, il me semble, bien exposé. Vous trouverez ça donc très facilement. Ça date du mois de septembre 18. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a largement prouvé la volonté d'enfumage complète de cet organisme qui est le plus beau, le meilleur, le plus extraordinaire de toute l'Australie, le plus officiel. Qu'est-ce qui s'est produit? Ces gens ont été convoqués devant le Sénat australien et n'ont pas pu, étant interviewés publiquement, dissimuler la manière dont ils ont lamentablement maquillé l'étude pour obtenir le résultat voulu, à savoir l'homéopathie ne fonctionne pas. Surtout qu'une première étude qui, elle, avait été faite dans les règles de l'art et validée par beaucoup de scientifiques qui étaient spécialisés dans le sujet, eh bien cette première étude qui montrait que l'homéopathie fonctionnait, comme par hasard, a été entraînée. Donc ici, vous voyez, je vous ai traduit le texte anglais. The Peak Medical Research Body, the National Health and Medical Research Council, has responded under Senate scrutiny that they did not follow recognized scientific guidelines or standards in reviewing the evidence on homeopathy, using an approach also applied to reviews of other natural therapies. En d'autres termes, comme d'habitude, deux poids, deux mesures, ils ont fait un protocole totalement sur mesure pour pouvoir obtenir le résultat qu'ils voulaient. Et comment on fait un tripatouillage? C'est facile, c'est toujours la même histoire, c'est qu'ils ont constamment modifié les protocoles jusqu'à arriver au résultat voulu. C'est quand même ça de la science, à votre avis, franchement. Et alors, le plus amusant, c'est que c'est toujours pareil. Curieusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être complotiste là-dessus. Il est très clair que les gens qui ont beaucoup d'argent couchent ensemble, c'est tout à fait normal. De la même manière que toute personne d'un certain, on va dire, niveau social ne fréquente que ses équivalents. La question est quand même troublante, c'est que les résultats, l'homéopathie ne fonctionne pas, ça a été partout diffusé dans le monde entier. Je veux dire, tout le monde a été au courant. Et où sont maintenant les démentis? Ben rien. Comme d'habitude. Ça encore, c'est une attitude scientifique, à votre avis? Ça m'amène à réfléchir très brièvement sur la réflexion, de vous introduire ici une simple réflexion sur la notion de preuve, et de voir ce qui est subjectif et objectif. Parce que cette idée de je veux la preuve, je veux la preuve, je veux la preuve, ça ne fonctionne pas, parce que ce qui va arriver pour que ça ait du sens à travers toutes ces manipulations, tous ces montages, toutes ces falsifications dont la médecine classique est absolument truffée. Regardez, là encore, dans mes émissions, je vous ai démontré que les éditeurs de prestigieuses revues de médecine sont juste écœurés aujourd'hui, tellement ils savent que la plupart des études sont falsifiées. Eh bien, l'idée, c'est qu'on nous fait croire, avec la notion de preuve, qu'on a quelque chose d'objectif, au même titre qu'on avait cru que la photographie, ça allait donner enfin un résultat objectif, on se débarrassait de l'aspect subjectif du peintre. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc, ce qu'il faut faire primer, c'est cet esprit de recherche de vérité et cette notion d'ouverture d'esprit qui prime. Montagnier va nous le redire en conclusion. Ce n'est qu'après qu'on peut arriver à se forger éventuellement des preuves, mais au sens non pas d'arguments massus, mais de ce qu'on pourrait appeler une probabilité statistique extrêmement élevée, ce que je comprends tout à fait. Donc, du coup, chercher d'abord la preuve, c'est en réalité une attitude faussée, et en tout cas, très certainement, pseudo-scientifique, parce que sans examen préalable de la motivation et de l'éthique des gens qui produisent la dite preuve, je suis navré de vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe avec M. Marc, qui fouille les études d'homéopathie, mais qui ne fouille pas celles qui sont officielles. Du coup, j'en reviens à ce que j'appelle le délire matérialiste, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête, où on va s'acharner à ne voir que ce qui existe, qui est palpable, mesurable, et en nous réduisant quoi? À des tas de molécules, à des interactions chimiques. Mais c'est merveilleux les gars, faites-nous une cellule vivante et appelez-moi demain matin dès que vous avez le résultat. Donc vous voyez ici qu'on a coexistence de deux choses
qui forment une sorte de dualité. Bien sûr, les preuves matérielles sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas être établies ni sans éthique, ni sans concept philosophique, qui sont ici aussi des choses parfaitement immatérielles. Et donc l'inverse aussi sera vrai. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire du blabla scolastique et de la digression sans fin. On a besoin de preuves matérielles. Mais là encore, l'anomalie, c'est de ne se focaliser que sur la notion de preuve matérielle. Et aujourd'hui, si je prends quelques exemples parmi des milliards, j'allais dire, qui existent aujourd'hui dans la médecine classique, ce qui est attristant de voir la situation où nous en sommes, c'est que vous pourrez regarder sur le site de l'EMSIB, qui est un syndicat pour une médecine bienveillante et qui est composé de gens admirables qui se battent eux aussi pour la vérité, et que je vous recommande donc très vivement de visiter et d'aller critiquer, parce que vous pouvez largement discuter dessus. Eh bien, vous pourrez trouver par exemple une falsification magnifique des études sur les gardes d'asile. Vous pourrez trouver aussi la falsification ailleurs des études sur la tolérance, de la nouvelle formule du lévothyrox. Ça, c'est sur caducé.net, mais vous trouverez ça ailleurs. Et puis pareil, toujours dans cette notion de preuve, entre guillemets, eh bien, ce qui est absolument répugnant, c'est de se dire que Monsanto, qui est une société absolument sans scrupules, qui a été déjà multi-condamnée pour notamment l'agent orange, dont il connaissait les propriétés bien avant la guerre, si ce n'est pas dans les années 20, eh bien, ce Monsanto est présumé innocent, visiblement, et je crois que même toi, Sam, tu sembles en prendre la défense, alors que, parallèlement, les homéopathes sont présumés coupables. C'est quand même curieux. Dès qu'il s'agit d'industrie, on est bienveillant avec eux, c'est pas bizarre? En tout cas, je vous recommande ici un film que je ne peux pas vous extraire, mais Le Monde selon Monsanto mérite d'être vu. Et ce film n'a pas été attaqué, il n'y a pas eu de condamnation pour de la calomnie. Et effectivement, ce reportage, je trouve, est absolument édifiant. Et je recommande encore aux gens de bonne volonté de le regarder. Donc ici, les études en double aveugle et l'homéopathie, pour répondre maintenant à ta question, Sam, c'est que oui, on va tout de suite regarder ça. La question qui se pose, c'est un thermomètre est capable de mesurer la température. C'est un très bel instrument, mais la question est la suivante, est-ce qu'un thermomètre est capable de tout mesurer? Alors, l'idée, c'est je prescrirai un médicament, et puis il y aura un tiers qui, de manière randomisée, va donner soit le placebo, soit le médicament, et comme ça, on va voir si le médicament homéopathique fonctionne. C'est très intéressant de voir là encore qu'il s'agit de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et de regarder l'effet d'une prescription sans comprendre que cette prescription nécessite un changement complet de paradigme médical. Là encore, j'essaie de vous montrer une direction et on regarde le bout de mon doigt. La question, pour essayer de comprendre ma réponse, c'est le thermomètre de Sam, son double aveugle. Est-ce que ce magnifique thermomètre pourrait mesurer la hauteur de la tour Eiffel? Si la réponse est non, ça veut dire que la tour Eiffel n'existe pas? Donc, le problème est que à cette heure où je vous parle, à ma connaissance du moins, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu une étude de qualité sur l'homéopathie. Pourtant, malgré des handicaps invraisemblables, on trouve, comme je vous les ai cités, pas mal d'études qui montrent qu'effectivement l'homéopathie fonctionne. C'est dire si l'homéopathie est sympa quand on veut juste un petit peu la respecter. Donc ici, un bref rappel sur la prescription classique, qui est quelque chose de parfaitement adapté à une démarche de l'industrie, qui a besoin juste de savoir c'est allumé ou c'est éteint, c'est vrai ou c'est faux. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer de retrouver ma souris. Le patient malade présente en réalité une totalité de symptômes. Parmi cette totalité de symptômes, bonjour la démarche scientifique, on va se contenter de regarder les signes généraux et les signes locaux. Point à la ligne. C'est-à-dire ce qui est nécessaire et suffisant pour faire, par exemple ici, le diagnostic d'une angine. On va voir inflammation, rougeur, chaleur, la dysphagie, magnifique, fièvre, altération de l'état général, parfait. Donc ça, c'est un syndrome commun à tous les malades qui ont une angine, et du coup, on va avoir le diagnostic de la pathologie. On va totalement nier l'existence des autres symptômes, c'est-à-dire les concomitants, c'est-à-dire quels sont les autres symptômes qui sont apparus en même temps que le personnage est tombé malade. On va négliger tous les signes particuliers et étonnants que le personnage va pouvoir porter, les facteurs étiologiques, et encore, on n'a rien à foutre de ce qu'on appelle les modalités, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre d'améliorer, soulager, aggraver un symptôme ou pas. On balaye ça d'un revers de main, c'est suffisant pour la médecine classique pour établir une prescription qui sera le dernier traitement à la mode. Croyez bien, là encore, qu'il ne s'agit pas d'un traitement, s'il était scientifique, qui serait inaltérable avec le temps. On parle de progrès, mais on déguise, là encore, sous le terme de progrès, quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un changement de mode. Si la prescription était fondée sur des bases d'une vérité scientifique, elle ne changerait pas. Elle serait vraie aujourd'hui comme hier ou dans 1000 ans.
c'est pas ce qu'on observe avec la médecine classique. L'avantage, je vous le disais, c'est qu'on a des études qui sont réalisables en termes binaires. Ça marche pas. Très bien, on peut voir si de prendre un anti quelque chose va produire l'anti sur le quelque chose qu'on veut regarder. Mais en même temps, dans cette approche qui est déjà pas rationnelle de considérer que le groupe de symptômes qui nous intéresse, on a une autre entorse à l'approche scientifique qui est de négliger tous les autres symptômes dont la drogue est susceptible. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit et qu'on veut bien réfléchir comme ça, c'est-à-dire je vous demande juste de regarder les choses autrement que ce qu'on vous a entraîné à ne pas regarder, le médicament lui-même est capable de porter une totalité de symptômes. Et ce qu'on appelle arbitrairement les symptômes secondaires, les effets nuisibles du médicament, je suis désolé de vous dire que ce n'est rien d'autre que le long cortège des autres symptômes dont la drogue est capable de produire chez les sujets sensibles. Et du coup, le choix de ce traitement à la mode, d'accord, il est juste lié à quelques facteurs, c'est-à-dire que principalement, on va avoir le coût de la preuve. Vous allez avoir la firme qui va vous prouver par A plus B que son médicament est brillant. Et si c'était vrai, la question intéressante, c'est pourquoi à ce moment-là, on en change. Et même pire, pourquoi au bout d'un certain temps, le médicament lui-même est rejeté et montré qu'il ne servait à rien, voire qu'il était toxique. Ça prouve que la preuve elle-même était vérolée. Donc on a affaire bien sûr à une publicité, à une manipulation incroyable. Il faut pour ça vous rendre un coup dans le continent nord-américain pour voir les publicités. C'est absolument grandiose entre deux actes d'un soap quelconque. Et bien sûr les visiteuses médicales, parce que la science ici se résume à la longueur de la jupe de la fille qui va venir vous influencer pour prescrire ceci et surtout pas cela. C'est sans doute ça la démarche scientifique à la sauce, non pas Monsanto, mais de nos grands géants de l'industrie. La prescription homéopathique est nettement plus complexe. C'est là que je te demande, Sam, de voir comment on peut étudier cela. Je ne demande justement que ça en ce qui me concerne. Le patient malade, vous l'ai-je dit, est une totalité... Enfin, je le résume, dans la maladie, il présente une totalité de symptômes. Là encore, c'est le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va bien sûr prendre en compte le diagnostic pour savoir de manière importante quel est le pronostic, l'évolution, c'est-à-dire en gros que si vous estimez que vous avez soigné une angine en une semaine, c'est pas très normal parce qu'à peu près la plupart des angines virales, éventuellement, j'imagine, peuvent se terminer en quelques jours. Ou pareil pour une grippe. Le résultat de l'homéopathie doit être exigible en quelques heures, c'est-à-dire qu'une angine doit être torpillée en l'espace d'une demi-journée. Si le patient arrive évidemment à un phlegmon, une suppuration, il faudra peut-être 2-3 jours pour arriver à une résorption complète, mais vous êtes avec l'homéopathie en train d'exiger un résultat extrêmement rapide, tel que la médecine classique ne peut même pas en rêver. C'est ce qui vous fait, au bout des années, arriver à ma conviction, comme dirait Sam. Donc, ici, ce sont justement toutes ces choses qui sont rejetées et négligées par la médecine classique qui vont être la pierre angulaire pour la sélection du médicament homéopathique. En d'autres termes, les concomitants vont servir, c'est-à-dire vous avez des gens dont l'angine, par exemple, ils vont se mettre à avoir une diarrhée. D'autres vont être constipés, certains vont avoir des troubles digestifs, certains vont avoir la nausée, d'autres vont avoir un mal de tête. Et comment est ce mal de tête? À son tour, comment peut-on le caractériser? Où siège-t-il? Quelles sont les modalités? Qu'est-ce qui fait du bien au patient? Qu'est-ce qui ne fait pas du bien? Nous allons avoir des signes particuliers dans la gorge aussi. Tout le temps, vous allez retrouver cela. La plupart du temps, les gens en avalant ont mal, c'est la définition de l'angine. Mais vous allez retrouver quelques petits malins qui en avalant vont être soulagés. Vous avez même des gens qui vous le disent, il faut juste écouter la nature. Chose qu'en médecine classique, jamais on ne se donne la peine de faire. Jamais un médecin va se demander, tenez, précisez-moi les choses. Tout le monde s'en fout. Du moment qu'on a les signes communs, le diagnostic est fait et le traitement suit. Et vous avez aussi les facteurs étiologiques qui sont très importants, parce que bien sûr, vous comprenez bien que tous ces gens tellement différents entre eux, comment voulez-vous qu'ils tombent malades pareil? Et pire, comment voulez-vous leur proposer un même traitement? Le facteur étiologique est important, ce n'est pas évidemment le même médicament suivant qu'on a été exposé au chaud, au froid, ou même avec une contrariété. Vous avez des gens qui vont faire une angine chaque fois qu'ils auront une contrariété, eh bien vous aurez beau ricaner en disant c'est dans la tête, en attendant c'est aussi dans la gorge. Et c'est tout l'intérêt de l'homéopathie de pouvoir intégrer ces facteurs qui autrement sont royalement écartés d'un revers de main arbitraire dans une médecine qui se prétend scientifique. Et on va imaginer par exemple qu'on aura au milieu de tous ces symptômes quelque chose d'intéressant, c'est que le malade très nettement a un mal de gorge qui est amélioré par les boissons froides. Alors ici, quand même, j'en profite puisque j'ai le truc en live, j'en profite pour vous montrer l'un de nos outils qui est le répertoire de Kent, par exemple. Voilà.
On va voir ici gorge-douleur, par exemple. Et vous avez ici, si on regarde le mal de gorge tout seul, peut-être pouvoir mettre ça en grand. Pouf, non, c'est le contraire. Je vais essayer d'agrandir ça. C'est dur de synchroniser ça tout seul, mais je pensais que les personnes réellement intéressées seront sans doute intéressées de regarder ça. Je n'ai pas beaucoup arrangé les choses, mais l'idée c'est de vous faire comprendre comment tout ça fonctionne. Ici, vous avez la liste des médicaments qui sont capables de produire expérimentalement des maux de gorge, sans préciser la nature du mal de gorge, et ici avec certains degrés, vous voyez qu'ils ne sont pas les mêmes, il y a du rouge, il y a de l'italique et il y a du machin. Vous voyez de quelle manière ça se passe, ça se décompose. Par exemple, on a la latéralité, on a le moment. Par exemple, vous avez ici la liste des médicaments qui sont connus pour avoir le mal de gorge qui survient le matin. Et là encore, si votre patient avec son angine a son angine qui s'est déclarée le matin, c'est intéressant parce que ça peut indiquer de chercher d'abord ici l'achésis, par exemple, les Rustox. L'achésis est connu pour le fait qu'il est aggravé par le sommeil, contrairement à la plupart des gens, et donc la plupart de ces maux vont arriver le matin au réveil. Le Rustox, c'est pareil, il va commencer à bouger un petit peu, et là, le mal de gorge va se produire. Vous avez aussi le fait d'être aggravé en état allongé, etc. Vous imaginez la liste de tous les possibles. C'est le répertoire de Kent que votre serviteur a traduit déjà dès 1991. Et si nous regardons aussi le froid, par exemple, ici, voilà, nous avons l'exposition à l'air froid qui va aggraver le mal de gorge. Au contraire, ceux qui vont avoir besoin d'air froid pour aller mieux, etc., etc. Et ici, nous avons l'amélioration pour les boissons froides, et ce qui me permet de revenir à mon propos. Donc vous voyez que l'homéopathie, contrairement à la médecine classique, on est obligé, pour devenir un prescripteur compétent, d'aligner beaucoup d'heures d'études et beaucoup d'heures de travail, jusqu'à ce que petit à petit, les symptômes qui nécessitent aucune réflexion, ou presque, aux yeux de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, eh bien, c'est pas la même chose avec quelqu'un qui débute, et puis qui va poser 36 questions, et qui ne va pas avoir ce coup d'œil du clinicien. Là encore, c'est le fameux argument d'autorité. Je suis navré de vous dire que ça s'appelle avoir de la bouteille, de l'expérience, et c'est ainsi que la médecine est faite. Donc ici, on va admettre qu'on a une liste de médicaments, n'est-ce pas, parce qu'il faut qu'on couvre principalement ce symptôme. Il est trop long d'expliquer ici pourquoi il est essentiel de couvrir d'abord les symptômes caractéristiques, puisque en fait, tous les médicaments de leur expérimentation sont capables de générer des symptômes communs. Et donc ici, vous verrez que dans cette liste, on a des numéros, par exemple, vous voyez, carcinosine, guaiacum, et tous ces médicaments-là eh bien, ne figuraient pas dans le répertoire d'origine parce qu'on ne cesse d'apprendre sur des nouveaux détails dans les propriétés des médicaments, et vous voyez que c'est l'une des facettes du développement continuel, permanent de l'homéopathie. Eh bien, en attendant, il faudra regarder si dans cette liste, nous avons un médicament qui, lui, maintenant, couvre les autres symptômes pendant qu'on y est du patient. C'est-à-dire que la prescription, dans la sélection, va nécessiter un va-et-vient permanent entre l'encyclopédie de Hering et nécessiter du coup un réexamen pour mais si c'est l'achésis par exemple, on voit ici que throat and neck sensitive to slightest touch or external pressure, everything about throat distresses, even the weight of the bed covers. Ici, ça raconte l'histoire d'un médicament qui est connu pour sa sensibilité nerveuse, qui fait que tout ce qui touche le cou va être suffocant. Il est clair, et je suis persuadé que si vous regardez autour de vous, notamment en période de ménopause, vous verrez ces femmes qui ne supportent rien de serré autour du cou et qui étouffent, il y a des chances qu'elles soient candidates à avoir besoin d'une prescription de l'achésis. Donc ça, si vous avez ce symptôme-là, vous dites « Ah, mais oui, je n'avais pas pensé, je ne l'avais pas vu, et monsieur, ah non, ne m'approchez pas le cou, etc. » Ici, vous allez valider la prescription, et puis comme d'habitude, comme Guillaume Tell avait plusieurs flèches, paraît-il, dans son carquois, eh bien, vous allez garder en réserve des médicaments qui semblent moins bien couvrir le cas, mais pour toutes ces raisons, vous allez donner priorité à l'achésis. Fort bien. Et donc, la seconde étape va être justement l'adaptation éventuelle de la posologie et surtout la validation du choix du médicament. On est parti de l'achésis. Alors on va déjà établir une posologie. Et la posologie, malheureusement, il n'y a pas une main céleste qui a tracé ça dans le ciel. Il va falloir estimer la quantité de dynamisation à prescrire. C'est quelque chose que beaucoup de prescripteurs ignorent. C'est-à-dire que vous allez avoir une quantité de la préparation qui va jouer son rôle. Et plus vous en donnez, plus vous avez des chances d'aggraver. Vous allez avoir la hauteur de la dynamisation, ce que vous connaissez, 30, 200, 1000, 10 000, et la fréquence des répétitions. Là encore, ça demande une certaine expérience. Et ici, la première chose qu'on va vérifier,
c'est qu'est-ce qui est changé après la prescription. C'est-à-dire que l'avantage dans la médecine classique, dans le temps, quand j'étais aux urgences, quand allait arriver un type qui faisait un problème cardiaque, on avait déjà une liste de médicaments, on la prescrivait, ça me permettait de finir ma partie de baby-foot avec les copains. Mais l'homéopathie est très exigeante, elle va vous demander, parce qu'il n'y a pas de recette et que chaque cas, et c'est la réalité, est unique, il va falloir trouver le médicament qui est adapté à l'ensemble particulier des symptômes du cas. Alors, la première chose qui nous emmerde le plus, c'est quand il n'y a pas de changement. C'est-à-dire vous prescrivez et il n'y a pas ce que vous avez normalement l'habitude de voir, c'est le malade, il y a une sorte d'affaissement, d'apaisement du patient. Vous savez que le médicament est en train d'agir. Mais là, dans le cas où il n'y a pas de changement. Mais ça, la première chose, c'est que ça va nécessiter de réviser la posologie. Est-ce que le médicament n'était pas donné une dynamisation ou une quantité suffisante? Est-ce que je n'ai pas répété assez fréquemment pour qu'il y ait un début de réaction de la part du patient? Et dans le cas où, malgré la révision de la posologie, on s'avère qu'il n'y a pas de changement, eh bien, on sera bien embêté d'admettre que le choix n'était pas bon. En d'autres termes, typiquement dans ces cas aigus, il faut réévaluer le cas, même pas une demi-heure ou une heure après avoir prescrit. S'il n'y a pas un progrès très net, rapide, décisif, c'est que la prescription est mauvaise et il faut aller rechercher un autre médicament. Et donc là, on retombe dans le choix de ce qui avait été prévu en seconde zone, sauf si sont apparus des symptômes nouveaux qui précisent l'image antérieure. Je suis navré de vous dire que c'est une science et un art. S'il y avait aggravation, là, ça devient très intéressant. Parce que si, clairement, après la première prise et très rapidement, dans les quelques minutes ou une dizaine de minutes qui suivent, on voit qu'il y a une aggravation, ça devient très intéressant pour nous. Parce que c'est ça qu'on recherche en priorité, pour valider le choix du médicament. La première chose à savoir, mon cher Sam, c'est de savoir si l'aggravation est de nature dissimilaire ou si elle est de nature similaire. En d'autres termes, il faut savoir si on a affaire aux symptômes existants qui ont empiré, et c'est ce qui s'appelle une aggravation similaire, ou bien si on a une aggravation dissimilaire, c'est-à-dire des nouveaux symptômes sont apparus qui n'ont rien à voir avec le fait de la maladie du patient. Donc ça veut dire qu'ici, dans ces deux cas-là, on va avoir des nouveaux symptômes qui vont apparaître suite à la prescription. Alors, cette aggravation dissimilaire va nécessiter bien sûr de réévaluer le médicament, c'est-à-dire vous avez donné, le malade a empiré terriblement, et on va voir apparaître plein de nouveaux symptômes. Ici, je précise déjà une première chose, c'est que ces nouveaux symptômes vont former une nouvelle image qu'il va falloir reconsidérer pour aller administrer un médicament mieux adapté à cette image. Dans le cas où on est en aggravation similaire, il est possible qu'il n'y ait pas d'effet tache d'huile. C'est pour ça que je me suis donné la peine de vous montrer ici l'effet tache d'huile, parce que c'est central. Qu'est-ce que c'est que j'appelle l'effet tache d'huile? C'est que vous avez prescrit sur les symptômes existants, eh bien, ils se sont tous un petit peu accentués, et puis 1, 2 ou 3 nouveaux symptômes sont apparus, pas très graves, mais ce sont des symptômes qui sont connus pour appartenir à la symptomatologie du médicament prescrit. Voilà quelque chose qui est une piste de recherche essentielle pour montrer, là encore, j'allais dire scientifiquement, mais en tout cas pour montrer de manière satisfaisante à la mode actuelle, on va dire, l'action du médicament homéopathique. C'est-à-dire que le malade n'a jamais étudié la matière médicale, il ne connaît pas les autres symptômes de l'achésis. Mais par exemple, il vous dira, j'en sais rien, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des palpitations cardiaques. Il suffit de regarder, palpitations cardiaques, c'est quand même un trait majeur de l'achésis. Et ou un goût de sang qui apparaît, qui est aussi corrélé avec les saignements, par exemple, que l'achésis est capable d'avoir. En d'autres termes, s'il y a un léger effet tache d'huile comme ça, vous allez vous remarquer que ces symptômes nouveaux appartiennent au portrait connu du médicament et que le patient ne connaissait pas. Voilà, je pense, une piste très intéressante pour pouvoir étudier l'action des médicaments homéopathiques. Et bien sûr, dans tous les cas, quand vous avez une telle aggravation similaire, eh bien, elle est de très bon pronostic et elle interdit toute répétition du médicament tant que le patient progresse très vite, le mieux va apparaître. Au contraire, si jamais on a une amélioration après la prise du médicament, eh bien ça pue parce que on ne sait jamais trop si éventuellement ça s'est passé dans la tête du malade. S'agirait-il d'un effet placebo? Dans ce cas-là, si ce mieux était peu durable, eh bien, ça veut juste dire qu'on a eu un effet placebo, comme on observe tout le temps en médecine. C'est-à-dire vous avez donné le médicament, le malade était anxieux, tout ça, vous avez soulagé quelques instants son anxiété, le mal de gorge s'est détendu, et puis oui, objectivement, il n'y a pas de changement de la gorge, objectivement, il n'y a pas de la fièvre qui tombe, objectivement, tous les symptômes sont là, le malade déclare peut-être se sentir un petit peu mieux, mais il n'y a rien qui le confirme, et surtout, très peu de temps après, il va à nouveau être pas bien, et vous répéterez votre médicament, il ne se passera rien. Donc là, ça nécessitera de réévaluer la prescription.
L'amélioration peut survenir quand même soudainement sans qu'il y ait d'aggravation, notamment dans les cas où déjà la douleur est maximale et que, si je peux dire, le malade étant au taquet, vous ne pouvez pas attendre d'aggravation. Mais dans ce cas-là, il faut prouver que l'amélioration est due au médicament par le fait qu'on va avoir une certaine évolution des symptômes. J'en arrive à mon troisième point, c'est que les symptômes vont évoluer, et ça aussi c'est quelque chose que les malades ne savent pas. Donc c'est une autre manière de dépister un éventuel effet placebo et surtout de pouvoir prouver de quelle manière l'homéopathie agit, c'est qu'on va avoir une amélioration en ordre inverse de l'apparition des symptômes. Quand une angine s'est déclarée par exemple typiquement dans la késis le matin à gauche et qu'ensuite c'est l'amygdale droite qui a commencé à flamber, eh bien comme par hasard, toujours, absolument toujours, vous allez en prescrivant la késis voir que c'est cette amygdale droite qui va commencer à aller mieux et ensuite ce sera l'amygdale gauche qui sera soulagée. Donc ordre inverse d'apparition des symptômes, c'est quelque chose qui irrévocablement prouve que la prescription homéopathique fait de l'effet au même titre que l'effet tache d'huile. Et donc là encore, je vous dis bien, ce qu'on va observer, c'est cette détente du patient. Et au total, dans mes cours, vous avez 21 éventualités différentes qui sont décrites après la prescription. C'est vous dire à quel point l'homéopathie, excusez-moi de vous le dire, ça s'apprend, ça se travaille, et ça ne peut pas être jugé avec un simple thermomètre. Toujours pour vous inciter à une réflexion, pour conclure, j'aimerais citer la position de Grothendieck, qui était probablement le plus grand homéopathe, non, mathématicien de sa génération. Et vous trouverez cette référence dans la clé des songes. Vous avez ça sur Internet, il y a des PDF entiers qui circulent. C'est affreux parce que c'est juste tapé à la machine, mais ça se lit et c'est passionnant de rentrer dans la pensée d'un des plus grands cerveaux du XXe siècle. Et voilà, il dit qu'il ne sait rien sur la personne de Hahnemann. Il l'a écrit dans ses Mutants, il l'a cité d'après le peu qu'il a connu, et je passe son histoire personnelle parce que nous avons quelqu'un de proche qui l'a bien connu, et qui, dit-il, a de quoi m'émerveiller. Cette médecine nouvelle qu'il a découverte et développée, donc Hahnemann, et qui me semble en même temps contenir en germe une science nouvelle de vaste dimension, va résolument à l'encontre des grands courants de pensée qui ont dominé son temps, comme ils dominent encore de façon quasi totale le nôtre, et notamment la médecine et les sciences de la nature, telles la chimie et la physique. Elle opère avec des principes actifs si subtils, manifestement extramatériels, que sa thérapeutique, dont les succès stupéfiants pour certaines affections où la médecine traditionnelle est impuissante, sont patents depuis plus d'un siècle et demi, et comme un défi permanent aux idées éprouvées et surtout intangibles, je l'imagine en train de sourire, qui font de la chimie, physique, biologie, physiologie depuis des siècles. Un défi que la science, là encore, les guillemets sont de lui, jusqu'à aujourd'hui a encore préféré ignorer avec superbe, plutôt que de s'y confronter, au risque de devoir se repenser de fond en comble. Là encore, je vous laisse lire Thomas Kuhn dans La structure des révolutions scientifiques, ça pourra vous faire du bien. Comment un homme a-t-il pu arriver à mettre le doigt sur une chose aussi impensable que l'homéopathie, et comment a-t-il pu la développer? Ce serait là pour moi un mystère total et troublant si je ne savais que le bon Dieu y met souvent du sien pour nous faire voir et agir avec une sûreté étonnante, là où par lui-même l'œil humain est aveugle sans espoir. Je pense que c'est assez magnifique, et plus vous allez creuser Grothendieck, plus vous allez être admiratif de la part d'un type qui a connu une enfance extrêmement difficile, et pour ceux qui savent, vous étudierez ça, les autres, c'est pas très grave. Ici, je voudrais maintenant, pour vous détendre quelques instants, je vous ai fait une sélection, comme je vous le disais en introduction, du film Dr Knock, et vous allez avoir nos grands acteurs en action. Monsieur Bernard, j'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble, et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a Dieu. Mais ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Mais nous n'en avions pas d'autres. Mais. Et comment vous étiez-vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, enfin que sais-je moi, les 1000 besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Enfin, nous étions rien répartis du tout. Quoi? Ah, vous aviez préféré agir chacun isolément. Oh, c'est bien plus simple. Oui. Je me permets un instant de revenir là-dessus. On ne peut pas reprendre le texte, ça fait rien, mais vous voyez là aussi le début de toute cette propagande avec les manipulations sous couvert de science, etc., etc.,
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez aller voir Dr Knock, je m'arrête ici. Il y a d'autres fragments que j'aurais voulu vous montrer, mais ça va trop rallonger cette petite émission. Et donc je voudrais vous conclure en vous souhaitant une excellente journée, soirée, matinée, par ce que nous dira Montagnier, qui me semble plein de sagesse, et surtout sa manière de corroborer mes propos sur la pseudoscience médicale actuelle. Je vous souhaite à tous de pouvoir bien réfléchir sur la question. La médecine homéopathique a sa place. Le fait d'être ouvert, c'est la science, c'est la définition même de la science. La science, c'est une évolution. C'est pas un dogme figé. C'est une évolution et il faut un jour détruire les dogmes qui nous ont servi pour en faire d'autres plus adaptés à ce qu'on trouve. Tout n'est pas expliqué, mais c'est un domaine qui est important pour la médecine, qui a fait ses preuves. Il ne faut pas la balayer d'un revers de bureaucrate, de veste de bureaucrate. Je travaille pour la vérité des faits. Si les faits sont contre moi, je les accepte. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de la pseudoscience officielle. Donc mon message, c'est garder l'esprit ouvert. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit dans une radio, dans une télévision, dans un livre. Documentez-vous. Et je répète, gardez l'esprit ouvert.